Excellences, Monseigneur, Révérends Pères généraux et assistants généraux, Monsieur Hervé Sabourin, directeur général de l'AUF au Moyen-Orient, Révérend Père Jean Hakiki, premier vice-recteur de l'USEC, directeurs généraux, autorités religieuses, municipales, militaires, culturelles et leurs représentants, Révérends Pères, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de l'Université, honorable Assemblée. Le pape Jean-Paul II a affirmé que le Liban est plus qu'un pays. Il est un message, un témoignage de vie commune pour toutes les communautés religieuses dans la liberté, la dignité et le respect du pluralisme. Le souverain pontife a été un visionnaire en ce qui concerne la réalité du Liban, qu'il estime comme un pays accomplissant une mission d'existence commune. En effet, le Grand Liban a été un rocher et un pilier pour la République libanaise. Cependant, si le nouveau régime s'est fondé sur la reconnaissance de la réalité des communautés minoritaires, un simple regard sur ce centenaire révèle la fragilité de la coexistence des diverses communautés, tout comme ses fréquentes fractures. Mais alors, le Grand Liban n'est pas une simple superficie géographique. Il est plutôt une valeur ajoutée à l'histoire, marquée par des valeurs de courage et de fraternité notamment. Une telle réalité, fondant l'entité libanaise, s'érige comme une référence pour son voisinage. Est-ce que le Liban a pu concrétiser à travers la coexistence et la pluralité présente le vrai message d'un vivre ensemble réel et être un vrai modèle référentiel dans son voisinage tout au long d'un siècle depuis la proclamation de l'État du Grand Liban? Cette déclaration a-t-elle pu être aussi le fruit d'une vie commune, idéale pour les minorités libanaises? L'État du Grand Liban illustre-t-il l'amour de l'autre, l'acceptation et la reconnaissance de l'autre? Ces questions, ainsi que d'autres non moins importantes, seront également débattues par des professionnels libanais et occidentaux, notamment canadiens. Leurs discussions ne cherchent pas seulement à comparer 2 ou 3 modèles. Cela s'explique aussi par la volonté de mettre en valeur l'envergure internationale des enjeux relatifs à la gestion de la diversité et du problème de l'identité, des doléances des minorités qui ont parfois des cultures différentes. Il est bien important d'être présent aujourd'hui avec des collaborateurs nationaux et internationaux. Et c'est un honneur pour moi de présenter cette partie de la journée qui sera consacrée au thème intitulé « Les communautés de l'État du Liban 1920-2020, réflexion et perspective ». Le mot d'ouverture est prononcé par le professeur Jean Hakiki, premier vice-recteur à l'USEC et directeur du Centre de recherche sur les minorités au Moyen-Orient. À vous la parole, mon père. Honorable Assemblée, pays message aux productions du mandat français, République indépendante aux frontières reconnues internationalement, aux districts rattachés à l'arabité via la Grande Syrie, terre de conflits, d'hégémonie, d'appât ou terre promise qui fait couler lait et miel, renfort naturel protégé par 2 chaînes de montagnes et ouvert inconditionnellement au monde par la porte de la Méditerranée, le Liban bénéficie d'une identité qui est une et multiple, universelle parce qu'elle est reflet du paysage naturel, expression de dignité et de liberté humaine. Et rien, hormis la liberté, ne peut donner une plus grande attitude de dignité, un plus grand air d'indépendance, pour n'en garder qu'un seul, c'est d'être dignement libre, libre d'être ce que l'on veut, et vouloir être et devenir ce qu'on est. Un mot, une raison, une volonté, une image,
En bref, une lettre d'alphabet qui peut tout dire et tout signifier. Être libanais, c'est être une personne libre. Et être libre au Moyen-Orient revient à dire être différent, mais en même temps relationnel, ouvert, engagé culturellement, humainement et religieusement. Faire marche arrière dans l'histoire et fouiller l'inconscience collective, c'est être conscient de son appartenance à la terre, à la montagne, à la mer, au ciel et à la vaste famille humaine. Cette terre a connu tout au long des siècles des histoires des hommes et des femmes, aussi bien de l'Orient que de l'Occident, qui ont foulé son sol, bu de ses sources naturelles. Ces gens-là ont fait du Liban leur grande maison, afin qu'ils puissent transformer leur appartenance familiale en habitat national et dire dans leur jargon sémitique qu'ils sont les fils libres de la maison, Ahl al-Bayt, la maison du Liban. Il ne s'agit pas là, à l'état actuel, d'un point de vue exclusivement chrétien, maronite en l'occurrence, mais heureusement, depuis 2005, nous pouvons dire déjà qu'il s'agit d'une opinion publique qui concernerait toutes les Libanaises et tous les Libanais, toutes confessions confondues. Avant cette date, le panarabisme avait encore ses racines d'adeptes chez un bon nombre de nos concitoyens. Cependant, après l'assassinat du Premier ministre Rafiq Hariri et avec la révolution du Cèdre, tout le monde porte le drapeau signé par les héros de l'indépendance, professant à haute voix le Liban en premier lieu, le Liban indépendant, souverain et libre. Toujours est-il que chaque communauté garde des liens solides avec des alliés parrains régionaux. Mais le patriotisme est devenu d'autant plus puissant que la région s'est enflammée de bout en bout et que l'extrémisme religieux a érodé l'arabité et freiné son extension culturelle et politique. Dans ce contexte, malgré les dizaines de conférences et colloques qui ont eu lieu récemment sur le thème de la citoyenneté relié à celui de la démocratie et de laïcité, il nous reste beaucoup à faire pour habiter le concept et le faire habiter dans notre conception d'appartenance, laquelle souffre de clarté, de précision, d'unification et d'exclusivité, disons aussi de purification. Devant ce constat sociopolitique, historique et culturel, il est bien évident qu'une entité libanaise existait toujours dans un minimum d'espace géographique, à tout le moins au Mont Liban, qui abritait une peuplade dure, forte et insoumise, qui savait sauvegarder tout au long des siècles une certaine indépendance relative, parfois sous forme de fédération, qui avait son chef, émir ou cheikh ou aussi qa'i maqam. Il est aussi vrai qu'à travers les siècles, il y avait toujours des villes libanaises parmi les ajnad, ou wilayat, ou manatiq, royaumes, provinces, mu'amalat et qa'i maqamiyat, pour arriver enfin au Mont-Liban avec la Mutasarrifiyya ottomane, où l'on entend déjà parler de Libanais, de montagnards libanais, au moment où la nation syrienne n'était pas encore instituée en tant qu'entité géographique complète, puisqu'elle fut aussi partagée, disloquée en villes indépendantes, et que les tensions étaient encore très vives entre Damas et Alep. Il est vrai que le noyau dur de cette entité était sculpté et affiné par les maronites, leur culture et leur religion, dans ce qui fut appelé al-Khususiyya al-Lubnaniyya, la spécificité libanaise, mais aussi par les autres composantes sociales et religieuses de la montagne libanaise, quelque fort que fût leur attachement à leur arabité et aux diverses racines socio-religieuses et culturelles orientales. Ceci voudrait dire que l'entité en question est aussi bien composite que l'identité dont elle est l'essence bien spéciale. En fait, parler de spécificité n'est compréhensible, et encore moins, que dans son rapport intime avec la généralité. À cet effet, en parlant du Liban, nous pouvons évoquer d'une part une spécificité géohistorique et une spécificité socioculturelle inhérente à la première. D'autre part, la composante diversifiée et multiconfessionnelle du Liban historique inhérente à la quasi-unicité socioculturelle et religieuse de la région. Il en résulte que la spécificité identitaire des Libanais
n'est possible que dans la mesure où elle est enracinée dans la terre libanaise à multiples reliefs. À partir de là, elle se trouve branchée, raccordée au vaste milieu régional et méditerranéen, susceptible de convertir tout un chacun à sa condition d'être libre, au vouloir être libre. À ce propos, l'appel à la neutralité et à la distanciation lancé dernièrement au Liban est un faux appel. Car d'une part, il est impossible dans un petit pays comme le Liban, fort d'une mosaïque socioculturelle aussi diversifiée, de se mettre à l'écart et de ne pas se soucier de ce qui se passe dans son entourage. D'autre part, parce qu'il nous est demandé de choisir définitivement le Liban et ses intérêts en premier lieu pour pouvoir agir en conséquence et jouer ensuite le rôle de modérateur, de conciliateur entre les parties en conflit. Il est question ici d'un impératif identitaire de citoyen on ne peut plus clair. Ayons alors l'opiniâtre liberté de ce choix, de sa différence, de son appartenance religieuse et de ses conditions politiques, convictions politiques et philosophiques. Dans ce contexte, toutes les dites crises identitaires dont souffrait le Liban au début du siècle dernier sont de fausses crises également, du fait qu'elles ressortissent d'une ignorance quasi totale de la mission libanaise et de la spécificité de l'emplacement géographique du Liban sur la carte mondiale. En effet, le problème central a été réduit à son aspect confessionnel en premier lieu, jamais à l'aspect humain, patriotique ou culturel du citoyen. S'il est toujours difficile à un arabo-musulman de réduire son appartenance sociale et patriotique à un cadre géographique déterminé, du fait qu'il lui a été donné d'appartenir à la Oumma sans frontières aucune, excepté celles tracées par la profondeur de sa foi et les limites de son djihad, rien ne touche à la sacralité de cette appartenance dans le vivre ensemble et dans la reconnaissance à autrui son droit d'avoir des convictions aussi sacrées et importantes que les siennes. Avoir la chance de vivre au Liban nous oblige alors à nous adapter à ses spécificités généreuses et à nous laisser envahir par ses richesses climatiques, géographiques, culturelles et humaines, d'autant plus que la reconnaissance de cette variété et la ferme conviction d'y adhérer ne peut être qu'une plus-value ajoutée à notre identité religieuse et non le contraire. Identité une et multiple, voilà le sort de tout un chacun qui a la fierté, le courage et la joie de dire « je suis Libanais ». Libanais sunnite, Libanais chiite, Libanais druze, Libanais chrétien ou enfin Libanais agnostique. L'essai de Kamal Salibi, A House of Many Mansions, est très significatif. Il s'agit d'abord d'une et d'une seule maison qui a sa loi, son règlement général, et où tout un chacun peut ensuite dresser sa tente, aménager son appartement, son logement et sa vie privée. L'unicité de l'identité patriotique citoyenne devient ainsi la raison d'être des identités plurielles et non l'inverse. Finalement, après 100 ans de vivre ensemble en tant que communauté libanaise, avons-nous réussi un tant soit peu à consolider notre appartenance citoyenne, à même d'assurer à nos enfants une vie prospère pour un deuxième centenaire, 100 ans à la coprésence ou à la coessai et à la francophonie aussi, vont-ils déboucher dans la dialectique transversale, à la co-transcendance pour que l'identité libanaise soit ainsi purifiée et élevée au statut de citoyen libre et souverain? Quels sont les points faibles à surmonter et les points forts à partager avec les autres? Voilà ce que nos éminents professeurs et spécialistes de la cause libanaise vont nous exposer. Éminence, Monseigneur Spiteri, nonce apostolique au Liban, le Saint-Siège a toujours soutenu notre pays, indépendant dans son message socio-culturel et distingué dans sa mission humaine. Votre présence
avec nous le confirme. Merci beaucoup. Révérend Père général de l'Ordre libanais marounite, Namtallah Hashim, le Centre de recherche sur les minorités au Moyen-Orient est très reconnaissant pour l'indéniable support permanent à ses activités et vous en remercie infiniment. Madame Lamoureux, votre honorable participation pour la 2e année consécutive, avec tout ce que vous représentez comme ambassadrice du Canada, pays multiethnique et multiculturel, est une valeur ajoutée à notre Assemblée, qui cherche toujours à approfondir le sens de vivre ensemble. Chers amis, Excellence, Monsieur le professeur Farid Khazen, l'ambassadeur, nous sommes heureux, vous êtes des nôtres et nous en sommes fiers. Merci de faire ce déplacement spécial pour contribuer activement à nos tables rondes. Votre Excellence, Monsieur le professeur Fernand de Varenne, nous sommes heureux et honorés que vous ayez accepté de prendre la parole à l'Université Saint-Esprit de Kaslik dans le cadre des activités du Centre de recherche sur les minorités au Moyen-Orient, dont vous êtes l'éminent expert. Merci d'être des nôtres ce matin. Messieurs les ambassadeurs, Monseigneur Sayyah, Révérend Père Général, nos vifs remerciements vont également à notre cher recteur, le professeur Père Georges Ahbeya, dignement représenté par Monsieur le Provost, Dr Yahchouchi, que nous saluons chaleureusement. Merci de tout cœur à nos chers partenaires de Sodrus Canada et de l'AUF Moyen-Orient, en la présence de son directeur régional, Monsieur Hervé Sabourin. Chers collègues, chers amis, professeurs et éminents chercheurs libanais et canadiens, merci beaucoup d'avoir répondu généreusement à notre appel pour enrichir nos débats et confirmer davantage notre attachement au Liban, terre promise, refuge géohistorique, rose sans pourquoi, aussi dangereuse que soient les épines qui l'entourent. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. Liberté. Merci à nos étudiants qui sont parmi nous aujourd'hui. Pour terminer, j'aimerais souligner que notre colloque a été hautement apprécié par sa béatitude, le cardinal Malbshara Boutros Ghali, pour qu'il l'intègre dans le cadre du programme préparatoire au centenaire du Grand Liban, dont les travaux et activités auront lieu entre le 19 septembre 2019 et le 19 septembre 2020. Merci à sa béatitude et à son Excellence Monseigneur Mazloum, le responsable du comité préparatoire. Et pour terminer en beauté, je dirais bonne fête à toutes les mamans ici présentes. C'est pour nous un grand plaisir d'entendre M. Hervé Sabourin, directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie AUF au Moyen-Orient. Je vous donne la parole. Éminence, Excellence, nonce apostolique, aux dignitaires, honorable Assemblée, Madame l'ambassadrice du Canada au Liban, Révérend Père vice-recteur de l'USEC et directeur du Centre de recherche pour les minorités au Moyen-Orient, Monsieur le Provost de l'USEC, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chères étudiantes, chers étudiants, il est toujours, et je le confirme, très agréable pour le directeur régional de l'AUF au Moyen-Orient d'ouvrir un colloque à l'USEC, et notamment lorsque celui-ci s'inscrit dans le cadre du mois de la francophonie au Liban. Déjà l'an dernier, j'avais été convié au même exercice et je constate avec plaisir que les mêmes causes, ou presque, produisent les mêmes effets du thème du vivre ensemble que nous avions partagé en mars 2018. Nous passons à celui des communautés de l'État liban à l'aube de son centenaire, et le Liban a justement su mieux que tout autre pays faire partager le vivre ensemble aux nombreuses communautés qui composent son peuple. Ma présence et celle de l'Agence universitaire de la francophonie aujourd'hui se justifie pleinement dans la vision commune que nous partageons bien sûr avec le Liban, mais aussi avec tous les autres pays francophones, de ce que nous voulons pour le bien de nos peuples. Contribuer à l'édification de sociétés inclusives
ouverte, dynamique, pluraliste, garante des valeurs universelles, d'une humanité grandie par les diversités qui la composent, qu'elles soient culturelles ou linguistiques. La situation des minorités, qu'elles soient d'ordre religieux, ethnique, voire politique ou culturel, interroge évidemment sur les conditions dans lesquelles ces minorités vivent et s'intègrent aux sociétés dont elles font partie, sur les statuts et sur les droits qui sont les leurs. Dans le monde trouble dans lequel nous vivons, où la souffrance de tant de peuples résulte de folies meurtrières et barbares, où de si nombreux pays payent le tribut de l'intolérance aveugle, et je pense en particulier aux derniers événements qui ont eu lieu en Nouvelle-Zélande. Évoquer ces questions et surtout les désigner comme un enjeu majeur de nos sociétés d'aujourd'hui est plus qu'une nécessité. C'est un devoir que nous avons. Le monde académique a bien évidemment sa part de responsabilité dans les réflexions qu'il faut absolument mener sur ces questions sensibles. Et en tant qu'opérateur de développement global des sociétés, l'université est en effet le lieu privilégié où le débat se fait. Ce colloque organisé à l'USEC en est une très belle illustration. En parcourant son programme, on croise en effet les nombreux thèmes qui fondent la société libanaise d'aujourd'hui, entre dialogue interreligieux et unité dans la diversité, je trouve cette expression parfaite, tout l'art du vivre ensemble, en quelque sorte. Vos tables rondes s'annoncent donc passionnantes et riches d'enseignements. Mesdames et messieurs, l'Agence universitaire de la francophonie ne peut que se réjouir du soutien qu'elle apporte à cet événement. Acteur de référence de la coopération universitaire francophone dans le monde entier, l'AUF est engagée dans une stratégie ambitieuse d'accompagnement de ses établissements membres à relever les grands défis de notre temps. Et l'un de ces axes prioritaires, je l'ai peut-être dit l'an dernier, je le répète cette année, concerne en particulier le rôle de l'université en tant qu'opérateur de développement global des sociétés, avec une mention spécifique consacrée, et je le cite, c'est marqué dans notre stratégie, consacrée au développement interculturel et au rôle de l'université comme facteur de paix dans l'apprentissage à la médiation pour la résolution des crises et des conflits. La direction régionale du Moyen-Orient de l'AUF est ainsi fortement engagée depuis quelques années dans la prise en compte des problématiques qui sont liées aux questions que vous soulèverez durant ce colloque, notamment à travers des programmes que nous avons mis en place dans les différentes universités libanaises et de la région, car nous œuvrons aussi dans 14 autres pays de la région, des programmes de séminaires sur les migrants et les déplacés, par exemple, sur la formation au dialogue interculturel ou la formation à la médiation, à la non-violence et à la paix que nous programmons en partenariat avec le Centre professionnel de médiation de l'Université Saint-Joseph. Comme vous le voyez donc, cette manifestation rencontre fortement les priorités de notre agence et c'est pourquoi nous sommes si heureux de la soutenir. Qui plus est, quand celle-ci est organisée et animée par des intervenants de 2 grands pays de la francophonie que je voudrais saluer et remercier aujourd'hui pour tout ce qu'ils apportent à notre cause. Je veux parler du Liban et du Canada. Toutes mes félicitations et remerciements vont donc à l'Université Saint-Esprit de Kaslik, à son père recteur, au Centre de recherche sur les minorités au Moyen-Orient de l'USEC, au Centre de recherche Société, Droit et Religion de l'Université de Sherbrooke et à l'ambassade du Canada pour cette magnifique initiative. Je voudrais souhaiter à tout le monde un excellent colloque, des débats fructueux et riches. Et je vous remercie. Et maintenant, je donne la parole à Monsieur le Provost, Dr Georges Yahchouchi, représentant Révérend Père Recteur, Professeur Georges Ahbaya. Honorable audience et assemblée, au nom du recteur de l'USEC, le Révérend Père Professeur Georges Ahbaya, à qui nous sommes profondément redevables de la promotion d'une culture de dialogue et d'ouverture insufflée par l'enseignement de l'ordre libanais maronite, je me fais l'immense joie de saluer votre présence ainsi que votre contribution pour ce colloque international, les communautés de l'État du Liban, réflexion et perspective. La thématique de ce colloque, organisé par l'USEC avec le soutien de l'AUF,
révèle l'expérience libanaise étatique centenaire dans sa diversité communautaire et religieuse, redressant des perspectives de dialogue interculturel, de paix et de coexistence. Le Liban est par sa démocratie consensuelle basée sur la diversité et le respect de l'autre, se donne une valeur singulière, comme l'a mentionné le Saint-Pape Jean-Paul II en 1999. Le Liban est un message de liberté, un exemple de pluralisme pour l'Orient comme pour l'Occident, un message qui gêne parfois les États fondés sur une uniformité politique et sociale. Dans quelques jours, plus précisément le 25 mars, le Liban fête l'Annonciation, une fête nationale puisque tous célèbrent Marie. Marie, mère de Dieu chez les chrétiens et mère du prophète chez les musulmans. Cette fête permet d'unir la pluralité ou la plupart des croyants du Liban autour de ce qui les rassemble et non de ce qui les divise. Proclamé par la France en 1920 en la présence du patriarche maronite Ilyas Houayik et le mufti cheikh Mustafa Naja, l'État du Grand Liban, depuis sa création, s'est avéré un phare dans la région, un pays multiculturel, ouvert et tolérant, un exemple à suivre. Cette convivialité s'est ensuite prouvée par cette volonté commune envers l'indépendance et par l'établissement du pacte national qui a été conclu en 1943 entre le président de la République, Bchar al-Khouri, et le président du cabinet, Riyad al-Salah. Grâce à ce pacte national que le Liban ne cesse de renouveler après chaque crise, le Liban a réussi toujours à préserver ses structures sociopolitiques. Ainsi, après l'accord du Taïf, le pluralisme s'est confirmé comme une valeur fondamentale. Ceci rappelle les propos de Ralph Bunche, lauréat du prix Nobel de la paix en 1950, je cite: « Nous avons appris qu'il n'est point nécessaire d'éradiquer les divergences, ni de façonner un seul moule humain pour jouir de la démocratie et pour réaliser une unité nationale. Nous avons découvert plutôt que ce qui est exclusivement requis des gens est qu'ils changent leurs attitudes et leurs illusions des divergences. En effet, nous savons que les divergences religieuses et culturelles sont en réalité une source de richesse. Le pluralisme libanais est associé à une politique différenciée, comme l'indique son Excellence Michel Eddé, ancien ministre. Je cite aussi: « La véritable démocratie doit aussi et surtout garantir le droit à la différence, le respect de l'autre et l'acceptation de l'autre dans sa différence. » De même, le révérend père recteur Georges Hbaïa, qui je représente aujourd'hui, dans son discours à l'occasion de la fête patronale de l'USEC en 2018, évoque le concept de la démocratie libanaise différenciée qui gouverne les altérités et qui ne cesse de se réconcilier avec elle-même, créant, je cite, un système politique établi sur le respect total des particularités religieuses et culturelles de la nation pluraliste grâce à la contribution décisive du christianisme libanais. À cet effet, nous saluons profondément l'initiative du patriarcat maronite libanais qui a décidé que cette année soit une année jubilaire, célébrant les 100 ans de la proclamation de l'État du Grand Liban et du vivre ensemble. Tout au long de son histoire, le Liban a réussi de se donner et maintenir une identité particulière. À noter que l'identité n'est jamais donnée une fois pour toutes. Elle se construit et se transforme tout au long de l'existence, comme l'a décrit l'écrivain libanais Amin Maalouf. Cette identité est le fruit d'une histoire commune, partagée, qui s'est constituée par le biais d'une mémoire de guerre transformée en mémoire de paix et de coexistence. La Constitution libanaise de 1926, garante de ce pluralisme, est largement inspirée de la Constitution française. Ainsi, une importante part de notre identité trouve son inspiration dans la francophonie et dans l'attachement aux principes de la liberté, l'égalité et la fraternité. L'USEC, agissant dans le cadre stratégique que conçoit l'ordre libanais maronite, se trouve
Engagé dans la protection de cette identité, c'est dans ce cadre que l'USEC a organisé le 25 mai 2018, à la mairie du 16e à Paris, une activité culturelle intitulée « Les rencontres de l'USEC en France, le Liban, la France et les chrétiens d'Orient », sous le patronage du groupe d'études des chrétiens d'Orient de l'Assemblée nationale française et avec la collaboration de la mairie du 16e. Très dernièrement aussi, le 12 mars 2019, le père Hadi Mahfouz, assistant général de l'OLM, ainsi que le recteur de l'USEC, le père Hobaïka, ont accueilli à l'USEC une délégation de 4 députés du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale France en guise de reconnaissance et de soutien du rôle de l'OLM et de l'USEC dans la promotion de la citoyenneté, l'inclusion et le dialogue au Liban et au Moyen-Orient. Pour conclure, je me permets de remercier son Excellence Monseigneur Joseph Spiteri, nonce apostolique au Liban, pour sa présence et pour son entier engagement au service de la grande cause des Libanais. Votre présence témoigne de l'attachement de notre université à l'autorité du Saint-Siège. Je remercie également le révérendissime Père Eben Abdallah Hachem, supérieur général de l'ordre libanais maronite et chancelier de l'USEC, de son soutien et son appui continu à l'USEC. Je remercie également le révérend père professeur Jean Haï, premier vice-recteur de l'USEC, pour son investissement continu dans le domaine de la recherche sur les minorités au Moyen-Orient et pour avoir organisé ce colloque. Je remercie aussi M. Hervé Sabourin, directeur du bureau Moyen-Orient de l'Agence universitaire de la francophonie, pour son support continu à l'USEC. Enfin, l'unité des Libanais triomphe au-delà des craintes et des changements. Ces craintes ne font que courir le risque au Liban de l'éloigner de ce qu'il est. Car la mosaïque libanaise est préservée par le biais de la paix. Comme le dit Martin Luther King, la paix n'est pas un objectif lointain, mais un moyen pour atteindre cet objectif. Le Liban, qui a surmonté ses craintes, aura aujourd'hui à consolider sa particularité et son identité par une économie de confiance, une économie de droit, une économie responsable et prospère, garante de la dignité humaine et du bien-être des générations futures. Au nom du Père recteur, encore une fois, je vous souhaite un bon colloque et des conclusions fructueuses. Merci.